Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter l'une des personnalités les plus iconoclastes et provocatrices de la philosophie des sciences, Paul Feyerabend. Alors que nous avons récemment suivi le capitaine Lakatos, scrutant méthodiquement l'horizon, aujourd'hui nous allons embarquer aux côtés du pirate Feyerabend. Naviguant sans carte, au gré des vents rebelles, il défie les règles établies pour découvrir des richesses intellectuelles dans les recoins les plus inattendus. Originaire à la fois des États-Unis et d'Autriche, Feyerabend a secoué les fondements mêmes de la méthodologie scientifique, bousculant les idées établies avec une verve anarchique. Imaginez-le comme le philosophe rebelle des sciences, un esprit excentrique dont les idées ont enflammé des débats passionnés et remis en question les normes établies. Il était surnommé l'enfant rebelle de Popper ou encore le Salvador Dali de la philosophie des sciences. Mais en quoi la pensée de Feyerabend se distingue-t-elle réellement de la philosophie des sciences conventionnelles? Pour lui, tout était permis. Everything goes. Oui, vous avez bien entendu, sa devise était tout est bon. Cette approche radicale, audacieuse et créative a donné naissance à des concepts clés tels que l'incommensurabilité, la diversité et le développement chaotique. Autrement dit, Feyerabend a ouvert la porte à une vision alternative et décomplexée de la manière dont la science peut être entreprise et appréhendée. Avant d'explorer en profondeur sa pensée révolutionnaire, prenons un moment pour retracer le parcours captivant de sa vie. Paul Feyerabend naquit en 1924 à Vienne, berceau de la musique et de la culture. Très jeune déjà, il était assoiffé de connaissances en sciences naturelles, en latin et en anglais, et dans certaines matières, comme la physique et les mathématiques, il semblait même surpasser ses propres enseignants. Mais voilà, derrière cette intelligence éclatante se cachait un esprit excentrique et sarcastique qui lui valut même finalement son renvoi de l'école. Alors cette période formatrice fut également marquée par son amour pour la lecture et pour son intérêt profond pour le théâtre. C'est une passion qui lui laissera une empreinte indélébile dans son parcours futur. Toutefois, son adolescence fut bouleversée par des événements qui forgèrent sa personnalité de manière inattendue. Engagé dans l'armée allemande à 19 ans, il fut momentanément impressionné par l'oratoire d'Hitler. À l'âge de 20 ans, sur le front de la Seconde Guerre mondiale, il apprit le tragique suicide de sa mère. Grièvement blessé lors d'une bataille, touché par 3 balles, il en garda des séquelles physiques et émotionnelles, marchant toute sa vie avec une canne et souffrant fréquemment de douleurs intenses. Après ces années tumultueuses, Feyerabend embrassa une carrière temporaire d'auteur dramatique. Son parcours académique le conduisit ensuite à Vienne, où il amorça des études en histoire et en sociologie, avant de se retourner rapidement vers la physique. Alors là, il tenta une thèse sur l'électrodynamique, qu'il abandonna face à des problèmes insolubles. Et puis il s'orienta finalement vers la philosophie, marquant ainsi le commencement réel de sa quête intellectuelle sans entrave. C'est à l'âge de 24 ans qu'il fit la rencontre déterminante, celle de Karl Popper. Voyageant jusqu'à Londres en 1956, il plongea dans les idées envoûtantes de Popper et adopta leur réalisme en tant que guide du progrès scientifique. Il va alors reléguer le positivisme et l'empirisme au second plan. Son itinéraire le conduisit ensuite à travers l'Europe et surtout aux États-Unis, où il commença à enseigner de manière peu conventionnelle, suscitant des débats passionnés parmi ses étudiants. C'est au sein de l'université de Berkeley que Feyerabend donna naissance à ses idées antirationalistes en réaction à Popper. Son œuvre emblématique, Contre la méthode, bouleversa le paysage scientifique en créant les approches dogmatiques et en plaidant pour une plus grande ouverture à la diversité des méthodes de recherche. À l'aube de la trentaine, il noua également des amitiés profondes avec des esprits brillants tels que Thomas Kuhn et Imre Lakatos, dont nous avons déjà discuté. Cependant, derrière le philosophe audacieux se cachait un homme complexe, marqué par 4 mariages et une passion inextinguible pour la musique classique. Sa conviction en l'importance de la créativité artistique dans la pensée scientifique le conduisit à publier La science en tant qu'art, explorant les liens entre la création artistique et la recherche scientifique. Mais plongeons maintenant plus profondément dans sa pensée. L'anarchisme épistémologique est au cœur des réflexions audacieuses de Paul Feyerabend.
Cet anarchisme est volontairement subversif. Il conteste résolument l'idée d'une méthode scientifique universelle. Feyerabend remet en question le postulat d'une méthode unique pour accéder à la vérité. Il s'est montré extrêmement sceptique à l'égard de l'universalité de la méthode scientifique préconisée au départ par les positivistes logiques comme Rudolf Carnap. Il a ensuite critiqué vigoureusement la notion de vérité scientifique absolue et le réalisme scientifique. Le concept de relativisme scientifique émerge de ses réflexions, remettant en cause la progression vers une vérité objective et incontestable en science. Il pointe du doigt les tendances dogmatiques au sein de la communauté scientifique, qui écartent sans ménagement d'autres perspectives au nom d'une méthode ou d'une théorie dominante. Illustrons ceci par un exemple. À une époque, on pensait que la chaleur était une matière, un fluide invisible qu'on appelait le phlogistique. Cette théorie alchimique de Bécher dominait alors le paysage scientifique. Cependant, un certain Antoine Lavoisier a remis en question cette conception en démontrant que la combustion nécessitait la présence d'oxygène. Donc cette nouvelle théorie de la combustion, basée sur le concept énergétique du calorique, a ouvert de nouvelles perspectives. Alors, ce que veut dire Feyerabend, c'est que la standardisation de la méthode scientifique, comme dans le cas de l'alchimie, a étouffé le développement de la théorie cinétique de la chaleur, de la chimie organique et de l'étude des réactions d'oxydoréduction. De même, le déterminisme de la physique classique a imposé des limites artificielles à la recherche et a bridé la créativité en mécanique quantique. Même des esprits brillants comme Planck et Einstein ont longtemps tenté de déduire la mécanique quantique à partir des principes de la physique classique. Alors, dans son ouvrage Contre la méthode, Feyerabend utilise l'exemple provocateur du cancer causé par la Lune pour illustrer sa conception de la pluralité des méthodes. Il suggère que même une hypothèse apparemment absurde pourrait, si elle était étudiée rigoureusement, enrichir notre compréhension du cancer. Cette exagération intentionnelle vise à montrer que les méthodes scientifiques doivent maintenir une ouverture à l'exploration d'idées diverses, même si elles semblent farfelues. Il critique que les chercheurs pouvaient parfois être trop concentrés sur des niches étroites de recherche, ce qui pouvait complexifier inutilement leurs travaux et limiter la créativité en les enfermant dans l'auto-citation. L'anarchisme épistémologique ne rejette pas la rationalité et la rigueur dans la recherche scientifique, mais Feyerabend insiste sur la nécessité de préserver un espace pour les idées marginales, car celles-ci peuvent éventuellement conduire à des percées majeures et ébranler les croyances établies. Donc Feyerabend, en véritable défenseur de la diversité scientifique, remet en question l'idée d'une méthode exclusive et il prône plutôt la tolérance envers une variété de méthodes. Il affirme: une méthode qui encourage la variété est aussi la seule méthode compatible avec les idées humanistes. Pour lui, la diversité est liée à une société démocratique et ouverte, propice à la stimulation intellectuelle et au progrès. Selon Feyerabend, la coexistence de différentes approches scientifiques peut générer des débats qui sont stimulants et des découvertes inattendues. Alors prenons l'exemple de la classification des espèces. À l'origine, basée sur des caractéristiques morphologiques, c'est-à-dire visibles à l'œil nu, la génétique moléculaire du XXe siècle a ouvert des nouvelles méthodes de classification qui sont basées sur des similarités génétiques. Alors, initialement critiquées, ces méthodes génétiques ont progressivement révélé des informations précieuses sur les relations entre les espèces, enrichissant ainsi la compréhension scientifique. La vision de Feyerabend englobe également l'idée d'incommensurabilité entre les théories scientifiques. Selon lui, certaines théories sont si fondamentalement différentes qu'elles ne peuvent pas être comparées objectivement ni évaluées les unes par rapport aux autres. Ainsi, la comparaison entre la mécanique de Newton et la relativité restreinte illustre cette incommensurabilité. Car elle repose sur des concepts radicalement différents, ce n'est tout bonnement pas le même langage. Alors Feyerabend s'oppose à l'idée d'une progression scientifique qui est linéaire, où une méthode évince les autres. Prenez par exemple la médecine.
L'allopathie occidentale se base sur des preuves empiriques et des médicaments pharmaceutiques, tandis que la médecine traditionnelle chinoise repose sur des concepts holistiques et des pratiques naturelles, une harmonie du corps et de l'esprit. Feyerabend insiste sur l'évaluation des traitements en tenant compte du contexte culturel, des croyances individuelles et des expériences personnelles, dépassant ainsi les strictes normes scientifiques. En fin de compte, sa vision encourage l'exploration et la coexistence de multiples méthodes. Feyerabend remet en question le monopole de la vérité revendiqué par la science. Il souligne la complexité de la réalité et les multiples interprétations qui sont possibles. Il insiste sur le fait que les théories scientifiques ne sont pas de simples descriptions précises du monde, mais des constructions humaines influencées par des facteurs culturels, historiques et individuels. Sa citation provocante illustre cette idée. Si la science est admirée pour ses exploits, alors le mythe doit l'être avec une ferveur 100 fois supérieure, car ses exploits furent incomparablement plus grands. Feyerabend va jusqu'à considérer la science comme une religion, et il préconise la séparation entre la science et l'État. Rien que ça. Il souligne que la rationalité doit être comprise dans un contexte plus large, intégrant les nuances culturelles et historiques qui façonnent la formulation et l'interprétation des théories scientifiques. De nombreuses avancées majeures ont contourné les règles méthodologiques établies à l'époque. Prenons l'exemple de la découverte de l'Héliobacter pylori. C'est une bactérie responsable des ulcères de l'estomac. Donc les chercheurs ont défié l'opinion dominante en suggérant une origine bactérienne, et ceci malgré la résistance de quasi toute la communauté médicale. Eh bien, des méthodes audacieuses, osées, très controversées comme l'auto-infection, ont finalement conduit à une percée médicale. Feyerabend souligne aussi que des découvertes ne dérivent pas uniquement de la théorie, comme disait Popper, elles peuvent naître aussi de l'observation quotidienne, de la sérendipité et même du hasard. Les Curie ont commencé leurs recherches sur la radioactivité en étudiant les propriétés lumineuses des sels d'uranium. Leur observation d'une fluorescence continue, même lorsque les sels étaient à l'abri de la lumière, a ouvert la voie de la découverte de la radioactivité. C'est l'exemple typique de la sérendipité, qui se réfère à la capacité de faire des découvertes inattendues ou heureuses par accident, mais tout en recherchant autre chose. Un autre exemple, tout aussi célèbre de sérendipité, c'est la découverte du premier antibiotique, la pénicilline, lorsque Fleming a observé par hasard qu'une moisissure avait tué des bactéries dans une culture. Lorsqu'Archimède a découvert le principe de sa poussée, alors qu'il prenait un bain, c'est bien une découverte par observation. En remarquant comment l'eau débordait lorsque son corps y était immergé, il a réalisé que le volume d'eau déplacé était égal au volume de la partie de son corps plongé. Cela a amené sa célèbre exclamation « Eureka, j'ai trouvé !» et à la formulation de ce principe fondamental de la physique. De même, Fourier, il a développé la théorie de l'effet de serre en observant que l'atmosphère terrestre agit comme un écran thermique. Mais cette découverte est due en premier à l'expédition de Saussure sur le toit du Mont Blanc. Alors les découvertes par chance sont forcément moins nombreuses, mais elles peuvent être de taille. En 1927, Arnaud Penzias et Robert Wilson travaillaient sur un radiotélescope lorsqu'ils ont remarqué un bruit de fond inexplicable dans leurs mesures. Ils ont finalement découvert que ce bruit était en fait le rayonnement cosmologique de fond, une preuve de la clé du Big Bang. Rien que cela. Feyerabend est aussi un des premiers à insister sur la notion d'intuition et d'aller chercher à la base inconsciente de la créativité. Au XIXe siècle, le chimiste allemand Friedrich August Kekulé raconte qu'il a fait un rêve étrange. Il a vu une image de serpent en train de se mordre la queue, formant un anneau continu. À partir de cette vision, Kekulé a eu l'intuition que la molécule de benzène devait avoir une structure cyclique, où les atomes de carbone étaient disposés en anneaux. Einstein lui-même, il a souvent parlé de l'importance de l'intuition dans son travail scientifique. Il a déclaré
Je ne peux concevoir un homme vraiment scientifique qui ne se nourrirait pas, une fois par jour, des pensées poétiques et des pensées d'intuition. Einstein était fasciné par un principe, le principe d'invariance, c'est-à-dire le fait que les lois physiques doivent être les mêmes pour tous les observateurs, indépendamment de leurs mouvements relatifs. Et, très jeune, il a eu cette intuition célèbre que la vitesse de la lumière est constante dans tout l'univers, indépendamment du mouvement de la source lumineuse ou de l'observateur. Einstein était ainsi guidé par un fort désir de simplicité et d'élégance dans ses théories. Cette intuition audacieuse de l'universalité de la vitesse a été un point de départ de sa théorie de la relativité restreinte, qui a ensuite conduit vers la fameuse équation E égale mc2. Donc vous voyez que la beauté et l'élégance ne sont pourtant pas des critères scientifiques. Feyerabend rappelle que la frontière entre la science et la non-science n'est pas toujours aussi nette. Des idées considérées comme non scientifiques à un moment donné peuvent conduire à des développements majeurs. Il rappelle la psychanalyse ou la théorie de la dérive des continents. Il aborde même l'homéopathie, initialement non scientifique, mais explorée à travers des approches inattendues, illustrant comment des idées marginales peuvent contribuer à la compréhension scientifique. Feyerabend rejette l'idée que la science soit la seule voie vers la vérité, reconnaissant la valeur des perspectives artistiques et religieuses. Il mentionne par exemple la similitude entre la relativité scientifique et le cubisme artistique, ou encore comment les auteurs comme Jules Verne ont anticipé des développements futurs avec le roman De la Terre à la Lune. On prend comme exemple aussi le film 2001 et l'Odyssée de l'espace. Il a également prouvé sa capacité à prévoir des avancées technologiques et scientifiques sur l'intelligence artificielle, les voyages spatiaux et même l'évolution de l'homme. Donc en somme, Paul Feyerabend émerge tel un pirate intrépide sur l'océan de la philosophie des sciences, secouant les fondements de la méthodologie scientifique établie. Sa philosophie anarchiste épistémologique nous rappelle que la quête de la vérité ne saurait être confinée à une seule voie, mais exige plutôt un kaléidoscope de perspectives. Alors dans le tumulte de sa pensée, nous découvrons une invitation à embrasser la diversité des méthodes et des idées, à repousser les limites de la rationalité conventionnelle et à explorer l'intuition comme une étoile polaire qui va guider notre voyage intellectuel. Feyerabend nous rappelle que les découvertes les plus fascinantes naissent parfois de l'accident, de l'observation fortuite, de l'imagination visionnaire. Les frontières entre science, art et intuition se fondent pour créer un tableau intellectuel aussi captivant qu'éclairant. Voilà, c'était la philosophie des sciences de Feyerabend. Restez à l'écoute et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.